Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien mortel. Vous savez, ces entretiens qui mettent au milieu de la table la question de la mort, de la fin de vie, du suicide assisté, de l'euthanasie, de l'agenda législatif en cours, pour essayer d'en rediscuter, de remettre en branle la démocratie sanitaire et que des intellectuels, des chercheurs, des universitaires, des philosophes, des citoyens, des soignants, des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des accompagnants de soins palliatifs, des formateurs en soins palliatifs, des praticiens du suicide assisté ou de l'euthanasie. Tous ces gens-là viennent sur cette agora essayer de donner leur avis, leur regard sur ce sujet pour que vous, citoyens, vous puissiez être au courant simplement de ce qui se passe parce que, à mon sens, plus on va à l'intérieur d'un sujet, plus on est précis, plus on en comprend les tenants aboutissants et plus finalement à la fin une décision apparaît de manière claire. Moi, je suis le docteur Louis Fouché, je suis médecin anesthésiste réanimateur, spécialisé en éthique et en anthropologie de la santé. J'ai aucun conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, l'industrie des mutuelles ou une quelconque start-up d'aide à mourir. Et je suis libre de mes propos. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Éric Mercier. Bonjour Éric, tu vas bien? Bonjour Louis, oui, très très bien, très heureux d'être à tes côtés. Ouais, merci. Dans cette heure matinale, on se retrouve pour discuter plutôt l'automne et l'hiver de la vie. Est-ce que tu peux te présenter succinctement pour ceux qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Éric Mercier, je suis un infirmier dans le soin depuis 91. Je n'ai aucun conflit d'intérêt également. Tu as vraiment raison de le rappeler à chaque fois, avec aucune industrie pharmaceutique ni quoi que ce soit de ce genre. J'ai été suspendu, réintégré dans mon service. Que dire de plus? Je travaille dans une forme de soins palliatifs. Ce n'est pas des unités de soins palliatifs, mais dans une forme de soins palliatifs qu'on appelle l'hémodialyse depuis 25 ans. Voilà, je pourrais développer après. Et je travaille depuis 14 mois quand même, depuis l'an passé, avec une journaliste de très haut niveau qu'à mon avis tu rencontreras prochainement, qui s'appelle Valérie Ferrier, et nous travaillons vraiment quasiment tous les jours depuis 14 mois sur ce projet de loi fin de vie euthanasie. Voilà. Et moi, je suis très très inquiet parce que inquiet pour les patients évidemment, mais inquiet pour ma carrière. Je ne sais pas comment ça va pouvoir continuer dans les mois, dans les années à venir. Si jamais, si par malheur cette loi devait passer, ça va être très compliqué. Donc, j'ai décidé de m'impliquer dans ce sujet. Voilà. Ouais, on sent que tu as du tempérament pour avoir accepté d'être suspendu, pour avoir osé faire ce choix volontaire finalement de refuser certaines choses. On sent que tu as le cuir assez épais et puis que cette période a permis en plus de l'affermir un petit peu plus. Et justement, là, tu es dans une sorte de militantisme, on peut dire ça, autour de cette loi? Malheureusement, j'aurais préféré ne pas être dans du militantisme. Je me considère encore en dehors, mais je prends le risque une fois de plus d'être catalogué en tant que tel. Pour moi, c'est pas du militantisme, honnêtement, c'est de l'échange d'informations. Euh, Comme on parlait tout à l'heure en off, plus les humains sont précis, plus ils se rassemblent, plus ils se rapprochent. C'est tout le temps comme ça. Et il faut impérativement être extrêmement précis. Simplement, des personnes la précision, ça prend du temps. Alors, on part sur du moyen long terme. On est rarement précis en quelques instants, à moins de rencontrer la bonne personne sur le même niveau, la même grille de lecture. Ce que je pense est complètement ton cas entre toi et moi. On va se comprendre très rapidement, mais avec le grand public, des personnes, même du personnel politique, les gens sont souvent particulièrement surpris et ça prend beaucoup de temps. Et du coup, on va être taxé de militants parce qu'il faut prendre le temps de bien expliquer. Mais plus on est précis, plus les humains se rassemblent. C'est à 100%. C'est ça, c'est systématique.
Ouais, plus on est précis, plus les humains se rassemblent. Cette idée de sortir un peu des généralités, des slogans, des étiquettes, des gros tampons en travers de la figure qui cataloguent les gens dans telle ou telle chose, je suis pour ou je suis contre. Euh, et puis sur des lois, qu'elles soient précises, normalement la loi a cette caractéristique de devoir être intelligible, compréhensible, de dire de manière explicite ce qu'elle recouvre, ce qu'elle ne recouvre pas. Et dans cette proposition de loi qu'on a appelée proposition de loi Farnworny, il y a déjà un premier terme qui conviendrait d'être explicité, c'est qu'elle s'appelle proposition de loi sur l'aide à mourir. Euh, et déjà, aide à mourir, on peut se dire, tiens, il y a peut-être un peu une entourloupe là. Euh, qu'est-ce que tu en penses du nom de cette loi et pourquoi elle t'a autant fait réagir? Alors, il y a toujours, comment dire, ce qui est mal, comme ce qui est bien, doit être dans tous les cas bien nommé. Une fois de plus, plus on est précis, plus on se rassemble. Et il y a toujours un petit côté mignon, gentil dans la façon d'aborder, de nommer les choses. Aide, c'est comme si il y avait quelqu'un qui avait besoin, mais euh, c'est ça va être violent. C'est ce que je veux dire. De toute façon, ça va être violent. La mort, même la plus douce, même la plus calme, a quand même cette violence que, à part le Christ, personne ne revient de la mort. Et donc, quand c'est fait, c'est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Et le côté aide à mourir, c'est gentil, c'est mignon, mais dans l'intitulé, mais en fait, ça va pas. On est là pour soigner, on est là pour protéger, on est là pour emmener les gens le plus loin possible dans la vie en luttant contre l'obstination déraisonnable. Hein. L'obstination déraisonnable est une erreur, c'est une évidence. Ça, tout le monde est OK pour ça. Mais en même temps, on pourrait en prendre une expression consacrée, l'aide à mourir a été aussi particulièrement galvaudée depuis la loi Claes-Leonetti et surtout depuis les années 2020 où il y a une euthanasie officieuse en France. Et là, le tout, c'est de dire qu'elle puisse devenir officielle. Et avec des boîtes de Pandore, on va certainement en parler. Une boîte de Pandore gigantesque qui va s'ouvrir et des verrous de sécurité qui ont des résistances de biscotte. Hein. Il n'y aura aucun verrou de sécurité et ça va être terrible. Moi, je retiens 3 éléments de ce que tu viens de nous dire. C'est à la fois, il y a tout un jeu sur le vocabulaire, sur le langage, consiste à essayer d'euphémiser, de minimiser la portée des choses, de mettre un contexte émotionnel important aussi autour en l'enrobant de bons sentiments. On aide, on convoque du coup les valeurs d'entraide, de soutien mutuel, ce qui pourrait faire vibrer la corde des soignants. Ça, c'est le premier point. Mais au fond, il y a comme un peu un mensonge derrière tout ça. C'est cette idée que dans la fin de vie et l'accompagnement de fin de vie sont apparus déjà depuis un moment des pratiques qui pour toi sont déjà de l'euthanasie et qu'au fond cette loi elle vient avaliser quelque chose qui existe déjà de ce que tu dis, hein, j'ai l'impression, et qu'en même temps elle ouvre à encore une boîte de Pandore encore plus grande. Pourquoi est-ce que juste un aparté, j'ai l'impression que la plupart de nos collègues soignants, excuse-moi, je suis dans la pénombre, de nos collègues soignants sont pas au courant même de l'existence de cette proposition de loi. Est-ce que je me trompe? Parce que en tout cas, autour de moi, chez les gens qui devraient être concernés en réanimation, etc., j'ai l'impression que plus de 75% des gens n'en ont pas entendu parler ou vraiment de manière très lointaine. Ah, je confirme, je confirme. Ouais. Moi, je pense que énormément de nos collègues entendent un bruit de fond et en tout cas ne vont pas dans les détails, évitent les détails et oui, certainement énormément sont complètement dans l'ignorance quant aux tenants, aux aboutissants sur ce qui va se passer. Je pense à toutes les personnes qui ont des problématiques de déficience mentale, aux malades d'Alzheimer, je pense bien sûr aux dépressifs. Moi, j'ai croisé il y a encore quelques temps, je pense, une collègue infirmière qui est une fille vraiment, qui est une grande infirmière pour moi,
une amie, si je devais être malade, je préférerais être soigné par cette infirmière et qui me dit calmement, les yeux dans les yeux, mais tu sais, Eric, moi je suis pour l'euthanasie, mais ma pauvre amie, mais si elle savait ce qu'il y a, alors je lui ai dit gentiment avec tendresse, donc tu penses une jeune fille de 21 ans dépressive peut être injectée d'un produit létal? Elle me dit mais jamais, mais quelle horreur! Ah, je lui ai dit renseigne-toi mon ami, renseigne-toi. Euh, ouais, ils sont vraiment dans l'ignorance complète, hein. J'ai envoyé, hein, bien sûr, hein, le contenu, j'ai envoyé les cris d'alarme des psychologues. J'ai pas eu de réponse, hein. Oui, il y a eu plusieurs cris d'alarme, à la fois l'appel des psys, là, dont tu parles, qui est finalement un site plutôt bien fait, où les gens peuvent se renseigner sur ce qu'est le contenu finalement de cette loi. Il y a aussi de nombreuses associations qui ont signé plusieurs tribunes dans ce temps parlementaire pour expliquer que elles ne souhaitaient pas être instrumentalisées pour la mort, que leur rôle était le soin et qu'elles ne souhaitaient pas devenir des agents de mort. Et puis montrant que dans le texte de loi lui-même, il y avait au fond beaucoup de choses qui n'allaient pas, et que avaliser un peu en urgence ce texte, comme c'est dit là dans le titre, on avait beaucoup à perdre. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu justement du contenu de cette loi, des éléments qui te semblent les plus choquants en première lecture, parce que on, La pour la première plupart des lecture, gens, voilà, il y a ce réflexe de dire oui, moi, au fond, pour tous ces gens qui peuvent pas, qui en finissent pas de mourir ou de vieillir, bon, abréger les souffrances quelque part, ce serait plus humain. alors c'est une question très importante que tu viens de poser. C'est compliqué parce qu'il y a plusieurs choses qui me choquent. La première des choses qui me choque, c'est que on avance dans ce sujet sans jamais avoir fait le bilan de ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. On enjambe complètement ça. Je rappelle quand même que pendant la crise sanitaire, il y a eu des personnes âgées à qui on a refusé des soins, à qui on a refusé des médecins, et les médecins ne pouvaient pas prescrire, étaient dans l'interdiction de la prescription. Il y a des gens qui sont morts faute de soins, et comme prétendument ils allaient souffrir d'asphyxie, on leur a injecté du Rivotril contre leur volonté. Bon, en tout cas, on leur a pas demandé leur avis. Il n'y a aucun bilan là-dessus. Et puis, il n'y a pas eu que le Rivotril, il y a eu une augmentation très très nette du contenu des protocoles létaux parce qu'il faut, ça n'a pas de nom, il n'y a pas d'étiquette de fiche avec écrit protocole létaux, mais pourtant c'en était d'ensemble de molécules où on n'a pas du tout évalué ce qui se passait dans le corps humain. Les Anglais ont particulièrement travaillé là-dessus. Je crois qu'au Canada, on y travaille aussi beaucoup. Mais la première des choses qui me choque, c'est bon, allez, on en a aidé à mourir tellement pendant la crise sanitaire. Maintenant, c'est bon, hein. Les familles, elles ont rien compris. Les familles, elles ont pas déposé plainte parce que on n'a pas donné les médicaments à leur papa, à leur maman, on les a injectés sans leur avis. Les familles n'ont pas déposé plainte. Non, c'est bon. Les infirmières, les médecins, ça s'est passé comment? Ah, il y en a quelques-uns qui ont crié au secours, etc. Bon, très bien, ils sont partis dans la nature. On ne les voit plus. Mais ceux qui restent en poste, qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils se taisent. Ah, ils sont gênés. Ah, ils se disent, bah oui, c'était peut-être, voilà. Bon, allez, hop, on enjambe, on passe par-dessus et maintenant on pose une loi. Ça, c'est la première des choses qui me choque. Y a un problème, ça va pas, quoi. On fait pas, on ne rentre pas dans ce couloir d'obscurité sans se dire, est-ce qu'on n'a pas déjà les pieds qui pataugent dans quelque chose qui sent mauvais? Et puis ensuite, bah, si on va un petit peu plus, moi, il y a un élément qui me choque tout particulièrement, c'est le fait que les soignants, le fameux délit d'entrave, par exemple, où les soignants auraient la possibilité de ne pas injecter, mais interdiction de dire à leurs patients ou à qui que ce soit qui commencera à faire une demande, interdiction de les orienter vers des psychologues, des psychiatres, et puis interdiction
de les pousser vers la vie, quoi. Sinon, délit d'entrave, je sais plus, c'est 15 000 ou 25 000 euros d'amende et 1 an d'emprisonnement. Moi, ça va coincer, hein. Moi, je vais me retrouver face à la justice, parce que moi, les gens, il m'arrive de rencontrer des patients parfois qui sont de profil bipolaire. Mais on n'a même pas besoin de parler des bipolaires, mais pour en avoir rencontré par le passé, une dame qui dit vraiment bon, ça y est, je me suis organisé avec mon notaire, j'ai prévenu toute ma famille, j'arrête tous mes traitements et je vais mourir parce qu'il le faut, voilà. Nous, on sait très bien que cette dame-là, elle est en chute au niveau bipolaire, elle a un peu limité ses traitements, et vous la retrouvez 6 ou 7 jours plus tard. Bon, les amis, on part à la plage, on va faire un truc de dingue. En plus, j'adore jouer à la pétanque sur le sable. On se dit, mais c'est pas la même, quoi. Mais oui, c'est bien la même dame. Ces gens-là, s'ils lancent leur procédure entre 2 vagues de bipolaire, en quelques jours, ils pourront se retrouver face à un médecin qui leur injectera le produit, ou à une infirmière libérale qui passera à la maison, ou à un membre de la famille, alors que non, cette personne a juste besoin de prendre ces médicaments pour continuer à être bipolaire, mais sur des vagues avec une faible hauteur, une faible intensité. Et quand elle prend pas ses traitements, elle est en dents de scie, quoi. Elle est bipolaire, mais cette personne, cette dame est joyeuse, elle est rigolote, elle a besoin d'aide. Puis même si elle était triste, il faut qu'on l'aide. Et on peut pas. Voilà, c'est ce genre d'exemple. Et puis il y a quelque chose qui m'a particulièrement choqué encore, c'est le fait qu'il propose que les injections létales soient considérées comme des morts naturelles. Alors ça a été retiré. C'est toujours la même chose, hein. Un petit pas en avant, un petit pas en arrière. On demande le maximum, et puis ensuite on lâche un petit peu pour laisser un os s'arranger en laissant croire que les opposants ont une mini-victoire. On sait très bien qu'ils reviendront là-dessus, et la proposition qui a été faite pour dire que les injections létales seraient une mort naturelle, elle est fausse, elle est galvaudée pour moi. Au départ, la ministre a dit oui, mais c'est pour les personnes âgées qui ont des assurances vie, ce sera plus facile pour léguer à leurs enfants. Ils seront reconnus en mort naturelle, sinon ça casse le contrat. Bon, 2 problèmes. Le problème, c'est que déjà, on commence à parler de donations, d'impôts, de taxes. Ça va pas du tout. On peut pas parler. Là, ça sent très, très mauvais. J'invite nos amis à aller voir un petit peu la notion de plan 75, que ce soit au niveau des Japonais, que ce soit au niveau du Pays-Bas, que ce soit au niveau de l'Angleterre. Les gens en Angleterre ont commencé à leur faire la proposition. En dessous de 75 ans, vous vous euthanasiez, il n'y aura pas de frais de succession pour vos enfants. Donc le fait de justifier ça, Madame Vautrin fait fausse route, se trompe complètement. Puis en réalité, ils peuvent modifier la loi pour que il n'y a pas besoin de dire mort naturelle. Non, la vraie notion de mort naturelle, c'est de pouvoir prélever des organes. Et là, on va en parler probablement un petit peu après. Et là, on bascule dans l'horreur. Pour moi, derrière cette idée de mort naturelle, il y a quelque chose peut-être d'encore plus pernicieux. C'est la création d'une fiction, d'un mensonge. Au fond, ça n'est pas une mort naturelle. On a injecté un produit, ça n'est absolument pas arrivé ni rien. Mais d'une part, ça interdit une enquête judiciaire. Puisque il faut une mort violente pour que un parquet puisse se saisir de quelque chose ou qu'un procureur s'intéresse à un cas. Si jamais c'est une mort naturelle, voilà, ça passe à la trappe. Il n'y a pas d'étude du dossier, et donc on peut imaginer que on va pas commencer à s'intéresser à est-ce que des gens vraiment ont donné leur consentement, est-ce qu'ils étaient en pleine possession de leurs moyens, est-ce que les familles ont fait pression, est-ce que peut-être il pourrait y avoir un homicide derrière tout ça. Et puis la deuxième chose, c'est de naturaliser justement l'artifice, c'est-à-dire la mort administrée devient la norme. Voilà. Et au fond, ça voudra dire quoi? Peut-être dans 15 ans ou 20 ans, si toi et moi on dit non, mais moi j'ai encore envie de voir ce qui se passe, merci, même si j'ai plus toute ma tête, même si je suis fatigué, que je me pisse dessus, je suis curieux encore de ce qui se passe, j'ai des trucs à vivre. Peut-être qu'on se verra rétorquer, écoutez, c'est un caprice, monsieur, vous coûtez cher, la mort naturelle, c'est quand même d'en finir de manière administrée, quoi. Voilà. Et tu vois, et là on rentre vraiment dans cette folie artefactuelle, industrielle, technique,
et de notre société industrielle au fond. La mort doit devenir quelque chose qu'on construit et pas quelque chose qui arrive, quoi. Alors, c'est très important ce que tu dis parce que j'ai discuté avec une amie qui est réfractaire comme nous. J'utilise pas le mot résistance, mais qui est réfractaire comme nous, et une amie qui est de Belgique et qui m'a dit, tu sais, nous en Belgique, on ne conçoit pas la mort sans une action médicale. C'est devenu quelque chose de complètement banal et évident pour nous, et moi je ne conçois pas les choses autrement. Et j'en étais vraiment attristé. Alors je respecte son choix, mais effectivement tu as raison dans ce côté mort naturelle, même s'ils sont revenus en arrière, hein, il y a ce côté uniformisation, vous serez normaux. En faisant ça, vous serez dans la nature des choses, alors que c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse. Pour moi, c'est diabolique, hein, toutes ces histoires-là, c'est mauvais, c'est mal nommer les choses. C'est l'histoire d'une arnaque gigantesque. Comme je dis toujours, mais enfin, c'est pour moi qui le dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. L'enfer, on ne sait pas comment c'est, mais au sol, il y a des pavés. Et les pavés, pour marcher, c'est des bonnes intentions. Ça part toujours d'un bon sentiment. Et la grande différence entre ces gens-là et nous, c'est que nous, on n'est pas du tout, on évite les bonnes intentions. Nous, on est dans les actions et on fait en sorte d'être, si possible, même dans les bonnes actions. On peut se tromper comme tout le monde, mais il faut agir. Et dans la mort naturelle, la notion de mort naturelle, il y a aussi ce petit côté de personnes qui ont, pour moi, envie de maîtriser tout jusqu'au bout dans leur vie et qui n'ont pas cette chance. Je fais un lien, je me dévoile un petit peu, j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais moi je suis catholique pratiquant, et j'ai plein de copains qui sont athées et bouffeurs de curés, et c'est des frères pour moi, même si on s'engueule un peu. Voilà, je rencontre beaucoup de gens d'autres religions également. Et le fait, c'est que les personnes qui sont au minimum, même si elles sont pas dans la religion, mais les personnes qui sont au minimum dans la spiritualité, qui ont compris qu'il y a quelque chose après, ces personnes-là ont aucune peur. Moi, j'ai aucune peur, vraiment. La mort, je l'attends le plus tard possible, parce que dans la vie, il y a quand même des moments merveilleux. Et puis, c'est une chance d'être en vie. Mais j'ai aucune peur. Et dans le côté mort naturelle, il y a le côté aussi où les gens qui ont peur, les gens qui pensent qu'il y a un vide, un rien derrière, forcément, vu comme ça, il y a de quoi avoir les jetons. Ce fait de se dire, je vais me provoquer ma mort naturelle, c'est aussi un peu, c'est moi qui déciderai, c'est moi qui maîtriserai. Et là, ça rate complètement. Ça rate complètement. Ils sont dans l'erreur. Il faut une fois de plus être particulièrement précis, parce qu'en plus, je le maintiens, probablement pas sur 100%, mais sur au moins 60-70% des cas, on ouvre les portes d'une mort violente avec des souffrances. Le problème, c'est qu'elle sera silencieuse. Les gens, la famille ne réalisera pas, ou imaginera que le défunt ou la défunte a eu une mort douce. C'est faux. La personne va se noyer dans sa flotte, possiblement avec des cauchemars, et possiblement avec une soif atroce, avec une déshydratation absolue. Et ça, c'est scandaleux de laisser croire que cette mort naturelle est en fait dissimule une roulette russe, quoi, une roulette russe sur la souffrance. Tu rajoutes une dimension là, que cette part spirituelle au fond, de l'accompagnement de la fin de vie, de se tenir face à la mort, à la fois individuellement, mais en serrant les coudes entre frères et sœurs humains, en ayant une histoire à raconter, une symbolique, que ça veuille prendre un sens au passage, par la religion, par une spiritualité autre, et que peut-être une partie des gens qui promeuvent cette loi
sont ceux qui sont le plus déchristianisés, déspiritualisés, avec finalement une sorte de peur de ce qui pourrait advenir et une volonté de contrôle. Alors on voit que il n'y a pas que dans ce champ-là qu'il y a une volonté de contrôle dans notre société. Il y a une volonté de contrôle de partout. On a l'impression qu'on doit mettre des règlements dans tous les sens, qu'il faut qu'il n'y ait rien qui bouge, que tout soit parfaitement administré. Et pourtant, je crois qu'on en avait discuté en off il y a quelques jours ou quelques semaines. Il y a un certain nombre de ces euthanasies et de ces suicides assistés qui ne se passent pas bien malgré le protocole. Alors, bon, on va rentrer dans le dur. Comment dire, depuis 2020 au moins, mais ça avait commencé avant, il y a la Société française de soins palliatifs a proposé, en tout cas pour la crise sanitaire, une augmentation des dosages pour comment dire, pour les sédations. Donc là, on est bien en dehors de l'euthanasie, on est sur ce qui ne dit pas son nom. Pourtant, il faut bien nommer les choses. Une des molécules les plus utilisées, c'est le midazolam. On se souvient de notre ami Pierre Chaillot qui, lui, avait réussi à décrypter des chiffres parce qu'il s'agissait de Rivotril, parce que le midazolam avait été pris par les Américains, les anglo-saxons en général. Et donc, au début, on a un peu moins parlé du midazolam, nous, on a surtout parlé du Rivotril. Mais dès octobre 2020, le député actuel qui lance ce projet de loi euthanasie, le député Falorni, avait demandé au ministre de la Santé, on a récupéré ce PDF, je pourrais te l'envoyer, qui est au fin fond de l'Assemblée nationale, on a demandé à beaucoup de gens de faire des captures et de garder ce PDF, de le télécharger. Il avait demandé est-ce que les dosages de midazolam et de Rivotril les stocks sont bons pour les EHPAD, les domiciles, etc. Le midazolam, c'est un outil, toi tu connais ça par cœur, qui doit appartenir à l'anesthésiste réanimateur. L'anesthésiste réanimateur, c'est pas n'importe qui, c'est un peu pour moi la crème des médecins. Mais pourquoi? Mais parce que j'ai travaillé avec des anesthésistes réanimateurs quand j'étais chez les pompiers de Paris et j'ai pu voir le haut niveau de ces gars-là. C'était un plaisir dans des situations folles que de bosser avec ces médecins-là qui arrivaient à faire des choses extraordinaires. Et eux ont l'expertise de ces molécules. Le midazolam, c'est fait pour endormir, on va dire, quelqu'un au bloc opératoire. Ou également mettre quelqu'un en anesthésie générale, en coma artificiel, comme on dit, en anesthésie réanimation. Mais ça s'utilise dans les règles de l'art, avec cette fameuse titration que tu connais tant. On pousse un tout petit peu de milligrammes du produit, on attend quelques minutes, puis encore un tout petit peu et on attend quelques minutes. On endort la personne avec progression, tout doucement, quoi. On n'envoie pas un flash comme ça pour tant de kilos de personnes parce que c'est écrit sur une feuille. J'utilise le midazolam comme ci, comme ça, qui plus est, en mettant le midazolam dans la même seringue que de la morphine, sur des doses qui peuvent monter à 140 mg. Mais qui fait ça? On aurait dit, il y a 15-20 ans, à des anesthésistes réanimateurs, oui, sur 40 mg midazolam, oui, mélangé à 70 mg de morphine, oui, la même seringue, oui, mais bien sûr, mais non. N'importe quel anesthésiste aurait dit, mais vous êtes dans une blague ou quoi? Vous rigolez? On fait pas ça. Ça se lance. Et ça, ça va provoquer de l'œdème pulmonaire, tout simplement. Et l'œdème pulmonaire, alors la personne ses poumons vont se remplir d'eau, tout doucement. La personne est endormie, elle est donc silencieuse, mais ses poumons se remplissent d'eau parce que le parenchyme pulmonaire est attaqué par cette acidité de ce cocktail. Et la personne va donc mourir d'asphyxie. Pour être bien clair, la personne va mourir comme si elle avait un sac plastique sur la tête. Sauf que ça va durer de nombreuses heures, ça peut durer 48, 72 heures, voire nettement plus, tout dépend des dosages. La personne, parfois d'ailleurs, va avoir sa sédation qui va devenir légère. La personne peut se réveiller. Mais ça, c'est une fois de plus, ça appartient au service d'anesthésie-réanimation. On ne fait pas ça en EHPAD, on ne fait pas ça à domicile avec une infirmière libérale débordée, avec une infirmière d'EHPAD qui court dans tous les sens.
La personne qui commence à peine à se réveiller, tout en voulant dire « au secours, je suis en train de me noyer ». Et donc, pour éviter, la personne va commencer à se débattre, pour éviter une flotte beaucoup trop liquide, on va mettre un anticholinergique, on va mettre de la scopolamine, des petits patchs de scopoderme derrière les oreilles. C'est des médicaments qui sont utilisés pour les gamins quand ils ont le mal de mer dans les voitures. Et si on monte les doses, et les doses, quand elles montent même faiblement, les personnes, ça va épaissir légèrement le mucus des bronches pour éviter que ce soit trop liquide, et il va y avoir quand même cet œdème pulmonaire. Sauf que la scopolamine, la personne va se retrouver avec des cauchemars et des hallucinations. Pareil, il y en a des documents, mais qui remontent au début du siècle dernier là-dessus, sur la problématique de la scopolamine, qui est appelée en Amérique du Sud le souffle du diable. Tapez scopolamine, souffle du diable, et allez chercher sur votre moteur de recherche préféré, vous aurez tout. Et puis, pour éviter que les gens soient encore trop dans se noyer dans leur flotte, puisqu'ils ont appelé ça le râle bronchique. Le râle bronchique, c'est un bruit blub et qui serait un des signes de la fin de vie. Non, normalement, les gens, ils meurent pas en œdème pulmonaire avec un bruit de râle bronchique. Hein. Ça arrive qu'ils meurent d'œdème pulmonaire, mais là, c'est qu'il y a un vrai problème en général cardiaque, mais pas à cause d'un médicament. Donc, pour minimiser ça, on va rajouter un diurétique, on va déshydrater les gens avec du furosémide. Mais une fois de plus, il faut aller voir sur les pages de l'ANSM, vous regardez les résumés caractéristiques de produits, les furosémides, mais c'est très bon comme médicament. Mais une fois de plus, ça appartient aux médecins qui vont l'utiliser dans les règles de l'art. Quelqu'un qui se déshydrate, on arrête tout de suite. Il y a une contre-indication majeure à utiliser du furosémide. Bien, renseignez-vous, rappelez-vous, chers amis qui nous écoutez, je suis désolé de vous en parler, mais si vous avez entendu des soignants dire non, je sais, ils ont un petit peu soif, mais là on leur donne pas à boire, c'est mauvais, il y a un risque de fausse route. Mais en fait, les perfusions deviennent minuscules, voire on arrête les perfusions et on met du furosémide pour que la personne se déshydrate, pour qu'il y ait moins d'eau dans les poumons. Mais la personne va crever déshydratée comme si elle était en train de rôtir en plein milieu du désert. Donc, œdème pulmonaire, masque sac plastique sur la tête, cauchemar, hallucination et sensation de déshydratation extrême. On a des témoignages anglais là-dessus. Hein. On a des gens qui ont été réveillés, qui ont été sauvés de protocoles létaux en Angleterre et qui ont témoigné parce que des soignants et leur famille leur ont dit « Mais bon, nous, on t'entendait pas, tu étais sédaté, tu étais dans le silence. » Ça allait quand même. Et non, l'horreur, ils décrivent exactement l'inverse, en criant « mais moi je me battais dans mon corps, personne ne m'entendait, je criais au secours », et les quelques-uns qui ont été réveillés ont fait des témoignages terrifiants. Tout ça est documenté en Angleterre, notamment auprès de la justice. Donc c'est pas des petites histoires. Et ces protocoles qui ont été lancés derrière un beau voile pudique complètement en dehors des règles de l'art médical, à domicile ou dans les EHPAD, ça, on n'a pas fait le bilan. Mais il y en a eu tellement en France ces dernières années que bon, on se dit, allez, on va pouvoir normaliser, peut-être trouver d'autres molécules qui tueront de façon plus instantanée. Tiens donc, et pourquoi pas le fameux potassium. Moi, j'attends toujours que des copains médecins me disent à partir de quand un de tes patients qui est à 5,6 de kaliémie, tu lui mets du potassium dans une perf. J'ai du mal à comprendre, parce que ton patient, tu sais très bien qu'il va monter à 160, 180 de pulsations, même s'il est complètement allongé, endormi, et chez quelqu'un qui est complètement déshydraté, ça va provoquer un collapsus. Et là, on n'aura pas utilisé un produit qui tue, on aura utilisé un ensemble de produits qui emmènent quelqu'un au bord du gouffre et vers la mort. Et on dira, ça y est, il est parti dans le... Non, on ne peut pas voler la mort des gens. La famille doit comprendre, le patient doit comprendre, il doit au minimum être ultra demandeur. Moi, je suis contre l'euthanasie, mais je comprends que des gens la demandent. Ça, je respecte et je comprends ça. Mais je pars du principe que donc la personne euthanasie doit au minimum être demandeur. Là, la personne se tait, on fait ça pour son bien. Donc, non, moi, je suis choqué par ça. Je suis choqué par cette escroquerie dans la souffrance.
Euh, non, je suis choqué par ça. On ment pas aux gens. Les gens ont travaillé toute leur vie. On dit qu'ils ont gagné leur vie, c'est faux. Les gens ont payé leur vie. Euh, mais c'est ainsi. Euh, et on va leur voler leur mort. Je suis désolé pour ce que je vais dire, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On ne fait pas ça. C'est une escroquerie. Je comprends que tu vas plus loin que finalement la critique de cette loi Falorni. C'est au-delà, tous ces protocoles d'accompagnement de fin de vie sont une sorte, pour toi, hein, une sorte de maquillage qui permet à ceux qui sont autour d'avoir bonne conscience, d'avoir l'impression que tout se passe bien, mais quid du patient lui-même? Est-ce que, bon, comme il reviendra pas pour témoigner, ma foi, on s'en fout un peu, quoi. Et on arrive à une sorte d'extraordinaire banalité du mal, peut-être, avec cette scopolamine qui, je le rappelle, est un anticholinergique qui provoque des hallucinations, des amnésies, qui diminue le libre arbitre, à tel point qu'elle a été utilisée pour de manière criminelle en Colombie, hein, où c'est un peu vous savez, les drogues du viol ou de l'agression, l'hypnose chimique, hein. Euh, et donc il y a quand même un problème derrière toute cette technicité qui paraît. Scopolamine, très utilisée dans les EHPAD et qui a été proposée à être mis sur les chariots d'urgence. Mais d'où on met de la scopolamine sur des chariots d'urgence? Comme le potassium hyperdosé a été proposé à être mis sur les chariots d'urgence par des ARS, alors que la Haute Autorité de Santé clignote dans tous les sens sur les dangers du potassium quand il est mal utilisé. Évidemment que le potassium est un outil de base pour le médecin, pour l'infirmière. Il faut du potassium, mais dans les règles de l'art. Jamais on ne met des ampoules de potassium à 10% sur les chariots d'urgence. La Haute Autorité de Santé est paniquée par ça, parce qu'il y a eu énormément d'erreurs. Souvent, malheureusement, c'est des élèves infirmières, mais c'est aussi des infirmières aux urgences chez qui ça peut arriver. Vous poussez une ampoule de potassium, et les amis, vous arrêtez un cœur comme ça. Hein. Moi, j'ai vu ça. Hein. Je peux vous assurer que c'est jour-nuit, je claque, et vous rattrapez pas le potassium. Hein. C'est terrible. Et donc, on met ça sur les chariots d'urgence. Jamais vous n'entendrez un médecin en urgence dire « Donnez-moi une ampoule de potassium, vite !» Non, ça n'existe pas dans le soin. Le potassium, c'est sur du 12 à 24 heures. Il n'y a pas de potassium dans la seconde. C'est impossible, quoi. Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais scopolamine, les infirmières en EHPAD, elles connaissent très très bien. Hein. Mais elles ne percutent pas ce que ça fait aux gens. Hein. Ouais, encore une fois, il y a cette confusion, quoi, cette inversion. On met sur les chariots d'urgence, chose qui concerne la mort, comme si administrer la mort était urgent à la seconde, on ne pouvait pas réfléchir un petit peu. Et effectivement, ça fait partie aussi des choses qui sont choquantes dans cette loi. C'est d'une part le fait que la procédure létale pour un suicide assisté ou une euthanasie peut avoir lieu en tout lieu, je crois. Tu vas me confirmer ça ou pas? C'est pas forcément dans un service de réanimation, un service de soins palliatifs, un service d'oncologie. Maintenant, c'est open bar. Et ça veut dire qu'on va laisser traîner des produits, et faire que des gens qui ne sont pas des soignants vont s'improviser agents de mort d'une manière ou d'une autre, ou accompagnateurs d'une procédure létale sans aucune formation sur le sujet. Mais ça commence, attends, sans aucune formation. Mais là, j'ai vu un article de 3 infirmières qui partent se former au Canada pour être plus à la pointe de l'utilisation de ces protocoles lithiques. Mais ça fait peur. Et puis tu parlais du fait que ça va être utilisé partout, notamment dans des fameuses maisons d'accompagnement. Mais il y a une autre horreur que les gens doivent apprendre, c'est qu'il y a, dans la loi, ils ouvrent la possibilité à un autofinancement. Un autofinancement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la mort qui sera considérée comme un soin, déjà, faut y aller pour la sortir, celle-là, c'est un antonyme total. Encore une inversion, hein, le urgence, pas urgence, ça devient un soin, c'est la mort naturelle, alors même si ça n'a pas été retenu dans la loi, tout est inversé, quoi. Mais comme ce sera un soin, donc ce sera coté, n'est-ce pas? Et comme ce sera coté, il y aura une valeur financière sur l'acte réalisé. Eh bien, les établissements auront la possibilité, dans l'ouverture de la loi dans les années juste suivantes, hein, puisque la loi,
Falorni a très bien dit, on ouvre la porte, on la bloque, et après, on fait tomber le mur. Eh bien, les établissements pourront avoir un autofinancement. Dit autrement, plus ils euthanasieront, plus ils gagneront de l'argent. Mais même si c'est fait dans des associations loi 1901, moi, comme j'ai dit sur certains médias dernièrement, mais notamment avec Mike Borowski sur Géopolitique Profonde et Radio Courtoisie, on leur fait un petit coucou. Comment dire, les profs d'école de commerce, enfin certains profs d'école de commerce commencent à se dire, mais il y a un nouveau marché, il y a un nouveau business, parce que vous pouvez avoir des chefs d'établissement d'associations loi 1901 qui tournent entre 8 et 15 000 euros, et après, à la limite, pourquoi pas, mais on peut avoir des très gros salaires. Moi, ça me choque pas hein, que des gens aient des très gros salaires s'ils font un travail de dingue, s'ils sont les seuls, les meilleurs, bah, admettons. Par contre, je voudrais pas que tout le monde. Il faudrait que ça dégouline un peu sur les autres quand même. Mais là, il y aura pas grand-chose à faire. Hein. Il faudra juste être étudiant en école de commerce et puis flairer la demande et puis proposer le service. Et quand vous êtes entrepreneur, il y a quelque chose qui est indispensable à gérer pour un entrepreneur. C'est pas l'équilibre entre l'offre et la demande. Non, non, non. Un entrepreneur, ce qu'il doit gérer, c'est les inconnus. C'est anticiper sur les inconnus. Dès lors qu'il y aura des dates, des heures sur la mort des gens, on basculera dans un monde qui s'appellera la gestion de flux. Ça deviendra une usine. Moi, j'ai travaillé dans des EHPAD de très grands groupes où ils avaient déjà instauré, mais là depuis, on est 2025, allez, je dirais, allez, on va dire 50 facile. Dans des EHPAD de très grands groupes, ils ont déjà instauré des pompes funèbres. Les pompes funèbres sont dans l'EHPAD. Un EHPAD d'un très grand groupe fonctionne avec un TO, un taux d'occupation. Plus le lit d'EHPAD est occupé et plus il y a de personnes différentes à l'année, plus ça génère de business. Et on présentera à la famille, voyez, chez nous, ça se fait directement sur place. Il n'y a pas besoin de courir. On a le petit salon pour la famille là. Vous pouvez aller vous recueillir. Voilà, ça va être super bien organisé. Et ces établissements, en plus, s'ils peuvent coter des décès, gagneront de l'argent. Mais il y a un business, je ne vous parle même pas du prélèvement d'organes, hein, juste la mise à mort va rapporter du fric, et c'est ce qui a fait imploser le sujet en Angleterre. En Angleterre, il y avait un système qui s'appelait le Liverpool Care Pathway, qui a fini par imploser tant il y a eu d'euthanasie. Et les familles qui ont réussi à faire bloquer ça ont démontré que les hôpitaux gagnaient énormément d'argent à euthanasier les gens, quitte à falsifier les dossiers médicaux. Il y a eu un business gigantesque. Donc, la Liverpool Care Pathway a été stoppée. C'était une sorte de loi Claes-Leonetti multipliée par 5, si vous voulez. C'était pas de l'euthanasie très officielle non plus. Et là, le problème, c'est que c'est en train de revenir. Les Anglais se battent, vous verriez ce qui se passe au Parlement en Angleterre contre le retour de la loi sur l'euthanasie, parce qu'ils savent, eux, qu'il y a un business monstrueux. Intéressez-vous sur Twitter, vous tapez Liverpool Care Pathway, vous allez tomber sur quantité de gens qui se battent avec l'énergie du désespoir. J'entends la création d'un marché. Moi, c'est ce qui m'a tout de suite sauté aux yeux dans cette loi, c'est qu'on met en avant la dignité humaine, l'entraide, etc. Mais bon, il est question de voilà d'un business juteux de la mort où effectivement, de manière mécanique, même si les gens veulent bien faire, essayer d'accompagner la mort, dans notre système de santé, de tarification à l'acte, il y a cette idée que plus vous faites, plus vous gagnez. Et donc il y a une incrémentation naturelle du nombre d'actes mécaniques, hein, on pourrait dire. Donc vous allez être poussé à peut-être même financer une partie de vos activités par l'accompagnement de la mort, parce que ça va dépendre complètement des barèmes et de l'indexation des barèmes de remboursement.
Si jamais on dit bah, un suicide assisté ou une euthanasie, c'est très bien remboursé. Bon, par contre, soigner un petit vieux pendant des jours et des jours en soins palliatifs, vous êtes gentil, mais enfin, on va mettre ça à un barème beaucoup plus bas. Il y aura mécaniquement une réorientation du soin dans la plupart des cliniques privées. On l'a vu plein de fois, c'est un des éléments de pilotage du système de santé. C'est comment est-ce qu'on rembourse un soin. Donc là, si on dit la mort est un soin, mécaniquement, elle est remboursée par la sécurité sociale et des acteurs privés vont venir essayer d'en tirer profit. À ce titre, je voudrais rappeler que en Suisse, par exemple, l'euthanasie est interdite, elle est considérée comme un homicide. Par contre, le suicide assisté est autorisé, mais uniquement dans un encadrement associatif, sans but lucratif, la loi précise que ça doit être désintéressé. Et donc, je ne sais pas quelles sont les modalités de remboursement, mais j'imagine que au fond, c'est à la Suisse, ce sont les gens qui payent et c'est pas la collectivité qui paye. Et là, on va nous sortir un argument, on va dire, mais attendez, c'est-à-dire qu'il y a que les gens riches qui pourraient en finir dignement? Alors, là où c'est horrible, c'est que de mémoire, les tarifs que j'ai entendus, moi, sur la Suisse, ça peut monter entre 12 à 16 000 euros. Et ce serait, alors je crois que c'est 16 000 euros suisses et 12 000 euros en Belgique. Et j'ai un copain l'autre jour qui m'a dit, alors que chez nous en France c'est gratuit. Je lui dis comment ça? Il me dit bah moi j'ai vu ma maman qui avait sa maladie d'Alzheimer qui était rendue au bout du bout du bout. J'en ai discuté ouvertement avec le médecin. Et le médecin a dit vous inquiétez pas, on va faire ce qu'il faut. Et en France, il me dit ça a rien coûté. Évidemment, sa maman, elle a été mise sous midazolam, scopolamine, furosémide, potassium. Donc, il ignore que sa maman, elle est possiblement à 70% décédée dans des souffrances atroces, mais ça ne s'entendait pas. Lui, il a été soulagé dans le sens où il voyait sa maman en grande souffrance sur la fin de sa vie de maladie d'Alzheimer. Peut-être considérait-il qu'elle n'était pas digne, alors que mais même quelqu'un qui est rendu au bout du bout de sa maladie d'Alzheimer ou de sa maladie de Charcot, ou de ce que vous voulez, garde une dignité intacte. Le mot dignité, c'est un mot qui a été lancé par les nazis. Les gens indignes étant les gens en incapacité d'être productifs pour la société. Ceux qui ne produisent pas sont indignes. Et les Anglais ont récupéré ça dans l'après-guerre, et cette promotion de la dignité, du droit à mourir dans la dignité, c'est faire croire aux gens qu'ils peuvent mourir en décidant par eux-mêmes. Ce serait ça la dignité. Sinon, s'il faut leur mettre des couches, les faire manger, ils perdraient leur dignité. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gens tétraplégiques que j'ai soignés, ils sont pas dignes. Toutes les personnes handicapées, elles sont pas dignes. Là, moi, je vais régulièrement chez un ami, un petit grand-père dont il faut s'occuper. Je l'aide à lui donner sa douche. Ça veut dire qu'il est pas digne. Mais ça va pas ou quoi? Les gens sont dignes jusqu'au bout du bout, jusqu'à leur dernier souffle, quel que soit leur état de santé. Et ce vol du mot dignité a permis de lancer, d'uniformiser les choses, y compris jusqu'à maintenant, on peut imaginer qu'ils tueront les gens en se gavant de fric et en leur faisant croire qu'ils seront ainsi dignes. C'est dégueulasse. Et il y a quelque chose quand même de positif qui m'est arrivé dans toute cette histoire. C'était avant la dissolution de juin 2024. J'étais allé rencontrer Monsieur Falorni, et puis un médecin belge qui passait dans une grande ville là où j'habite, et on était allé les écouter dans un amphithéâtre. C'était assez glaçant quand même. C'était assez glaçant que ces gens qui se réjouissaient de faire avancer le projet de loi. Et il y a un jeune homme qui s'est levé. Alors, autant dire que on n'était pas nombreux à être contre le projet de l'euthanasie. Moi, je parlais d'Action T4, de mort miséricordieuse, du nazisme, etc. Parce qu'il faut que les gens aillent voir Action T4. Renseignez-vous et vous allez comprendre. Et on n'était pas nombreux, donc on allait être taxé encore une fois de plus d'extrême droite, de je sais pas quoi. Et il y a un jeune homme habillé tout en kaki, t-shirt de Che Guevara, barbe longue, cheveux longs, ce que l'on appelle gentiment un anarchiste romantique qui lève la main et qui prend le micro et qui dit
mais qui va s'occuper des plus faibles, des plus fragiles? Qui va s'occuper des abandonnés? Qui va s'occuper des alcooliques? Qui va s'occuper des petits vieux, des dépressifs, des handicapés, etc. On se dit, mais il est génial ce petit mec. Évidemment, le micro a été coupé, il n'a pas pu finir. Moi, j'étais à l'autre bout de l'amphi, je lui disais, continue, exprime-toi. Et en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est que c'est transpartisan, cette affaire. Plus les gens, je reviens à ce que je disais au début, plus on est dans la précision, par pur bon sens, plus les humains se rassemblent. Et on a quand même quelques députés, un certain nombre à gauche, qui ont parfaitement compris, qui sont horrifiés. Il y a davantage de députés qui sont contre, mais qui n'ont pas compris, à mon sens, à quel point c'est horrible. Pourquoi? Parce que les soins palliatifs, la loi sur les soins palliatifs a été votée à l'unanimité. Il faut bien comprendre que l'actuel Premier ministre a scindé le projet de loi en deux, en disant une loi sur les soins palliatifs et une loi sur le suicide assisté, l'euthanasie. En réalité, c'est étape 1, étape 2. Ce n'est plus les soins palliatifs d'origine. Ce n'est plus les soins palliatifs promus dans le livre de Jean-Frédéric Poisson. Bon, ben voilà, ça, c'est les vrais soins palliatifs. Et ben ça, c'est terminé. On est sur une préparation alors, c'est biaisé, mais une préparation sur les soins palliatifs qui va ouvrir les vannes à bon, bah, il n'y a plus que l'euthanasie maintenant. En fin de compte, c'est étape 1, étape 2. Et là aussi, il y a un vol qui est fait. Je pense que c'est important de le signaler. Et plus on sera précis, plus il y aura des députés, des sénateurs de tous bords qui vont comprendre que ce projet de loi n'a pas d'autre objectif que de nourrir un business incommensurable. Nourrir un business et puis sélectionner les gens, les classifier entre ceux qui sont utiles, inutiles, ceux qui sont essentiels, non essentiels, ceux qui seront suspendus ou pas suspendus en fonction de leur allégeance au système ou de leur capacité performative. Tu as parlé de Action T4 et finalement de la généalogie eugéniste des lois euthanasistes. Et cette idée que bon, un certain nombre de gens qu'il faudrait quand même qui sont pas utiles à la société et qui sont un poids mort, qui coûtent de l'argent, qui coûtent de l'énergie, et que ma foi la nature sélectionne déjà les plus forts dans un darwinisme triomphant. L'humain devrait accompagner ça dans un néo-darwinisme triomphant lui aussi, mais où l'humain fait son rôle dans l'accompagnement de cette sélection naturelle. Est-ce que tu penses que cette loi elle est dans ce sens-là aussi, c'est que malgré tous ces beaux mots, malgré tout son sirop pour l'entourer, au fond, elle vient de cette même généalogie eugéniste qui consiste à faire partir les plus fragiles. Ah ben là, sur une boîte de Pandore, il faut s'autoriser à imaginer malheureusement l'horreur. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut regarder le passé. Ce qui s'est passé autrefois. Est-ce que l'horreur est pensable sur des faits réels? Peu de pays, enfin aucun pays à part la France, aucun pays n'a promu dans ses lois, le fait de tuer une partie de sa population. Beaucoup de pays ont fait des génocides dans leur population, mais sur des temps de guerre ou sur des temps de dictature ou de façon larvée. Un seul pays, la France, à partir de 1793, a acté le fait de tuer et d'éradiquer toute une partie de sa population. C'est bien évidemment les fameuses guerres de Vendée. Je ne connais pas énormément le sujet, mais un peu quand même. Et moi, je prétends que les guerres de Vendée reviennent. Hein. D'ailleurs, si les gens creusaient un peu plus les guerres de Vendée, ils se rendraient compte que les premiers gilets jaunes de l'histoire, c'était les Vendéens, vraiment, d'un point de vue technique. Et dans l'horreur, puisque tu parles d'eugénisme et de sélection,
à un moment donné, on bascule sur de la rentabilité. Les gens savent-ils que pendant les guerres de Vendée, non seulement les humains, j'ai les décrets, hein, il y a un décret de la République française qui d'ailleurs n'a pas été abrogé, qui existe toujours. Alors tout le monde se dit oui, mais c'était la Première République. Donc, non, un décret qui dit vous devez vider ce territoire, vous devez vider, brûler toutes les maisons et le vider de ses habitants. Les gens savent-ils qu'en plus de tuer tous les habitants croisés les uns après les autres, à un moment donné, s'est posé une question de stock, de quantité de morts. Et ils se sont mis à faire bouillir et à faire cuire des morts pour récupérer la graisse. Ils se sont même mis, à l'époque, en 1793, à récupérer la peau pour en faire des vêtements. Vous allez me dire, oh, Eric, tu vas un peu loin. Intéressez-vous aux travaux de Rénal Sécher, tout est documenté. Pourquoi je vous parle de ça? C'était il y a bientôt 250 ans. Mais parce que l'horreur passée, comment dire, a trouvé son lien avec la rentabilité. Sur la programmation et sur la possibilité d'eugénisme, moi j'ai très peur que des gens soient sélectionnés, notamment par le biais des groupages HLA. Il faut utiliser le groupage HLA et utiliser toutes ces informations, notamment quand il y a des dons d'organes, notamment, je sais pas moi, quand il y a des culots sanguins, etc. C'est un outil, voilà. Mais on se rend compte aussi qu'il y a certaines personnes qui vont avoir des prédispositions sur un certain type de cancer, sur certaines pathologies. Ces personnes-là, potentiellement, on va les détecter de plus en plus tôt, parfois même avant la naissance. Il y a des groupes de juristes en Angleterre qui commencent à en parler, qui sont très très inquiets. Comment dire, il va y avoir une sélection qui ne dit pas son nom, qui va s'instaurer de plus en plus. Alors, je ne vous parle même pas de la GPA, où déjà on sélectionne les humains. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous voulez un enfant et on a un catalogue. Si vous n'êtes pas satisfait, nous avons de très bons contrats où vous pouvez ramener l'enfant s'il n'est pas, si jamais il a une maladie ou quelque chose. La marchandisation du corps, bravo, c'est ça. Mais on nous a vendu, ah ben non, c'est des couples, ils n'ont pas d'enfants, ce serait bien qu'ils puissent avoir. Mais ah bon, s'il y a une demande, il y a du business derrière. Et bien sûr, la mort, ce sera pareil. Et je reviens sur cette approche de prélèvement d'organes. Au Canada, ils sont très, 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 très en avance sur les prélèvements d'organes, notamment les prélèvements d'organes de jeunes dépressifs. Eh bien, alors, avant que tu développes ça, je voudrais juste faire une parenthèse pour notre public, pour expliciter ce que peut-être ce que tu es en train de dire. Tu nous as parlé de la Vendée et de cette idée utilitariste de l'utilisation de la mort, où on va aller chercher à récupérer la graisse, etc. Et au fond, on pourrait se dire oui, bon alors tout ça c'est le passé, etc. L'idée n'est pas de jouer avec du morbide ou avec des projections illusoires, c'est simplement de prendre les leçons du passé, de savoir qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur, notamment à partir du moment où on ouvre les vannes justement à un marché de la mort ou équivalent par ce type de loi comme la loi Falorni. Et je voudrais juste citer un auteur qui s'appelle Hans Jonas. Hans Jonas, qui est un philosophe à la fois écologiste et de philosophie politique, qui a écrit quelque chose qui s'appelle le principe responsabilité et qui dit que il faut s'intéresser absolument aux conséquences pour les générations futures des lois qu'on met en place. Et normalement, Hans Jonas, qui est allemand, et de l'école de Francfort en Allemagne de sociologie et de philosophie, a été lu par l'ensemble des représentants publics dans la génération 70s, etc., pour justement créer ce qu'on a appelé le principe de prudence, de précaution. Alors, peut-être que la précaution peut aller trop loin parfois, mais parfois ne pas aller assez loin du tout. Et que à partir du moment où on se donne une nouvelle puissance d'agir par ce type de loi qui permettent d'intervenir sur la mort alors qu'avant c'était un interdit collectif, évidemment il y a un bornage éthique à mettre en place ou des considérations sur la boîte de Pandore qu'on va ouvrir, parce que c'est exactement ça, c'est on joue à Prométhée, à vouloir Dieu à la place de Dieu,
Et évidemment, il y a la colère des dieux qui va revenir, la némésis, hein, vous savez, il y a l'oubris d'un côté, c'est la volonté de puissance, l'orgueil, la folie des grandeurs, la volonté d'être Dieu à la place de Dieu, de maîtriser la vie, la naissance et la mort. Et puis, l'oubris dans la Grèce antique est toujours puni par la némésis, la colère des dieux, la revanche, qui vient nous infliger une punition sévère et en général pour longtemps. Vous savez que Prométhée se fait bouffer le foie pour l'éternité. Alors justement, dans cet exemple de Prométhée, il se fait bouffer le foie. C'est-à-dire, et là, bah, ça fait penser tout de suite au don d'organes. Et on peut préciser tout de suite que tu m'avais dit hors antenne que toi, tu as toujours été très favorable au don d'organes, de manière, Oui. tu en as même fait la promotion, notamment parce que travaillant en dialyse et que pour beaucoup de gens, la fin de la dialyse, c'était l'espoir, la perspective d'une greffe de rein. Mais là, autour de cette loi sur la fin de vie, tu as commencé à envisager les choses autrement. Ah ben, on a découvert, moi c'est vrai que j'avais laissé ça de côté, ce qu'on appelle le protocole Maastricht, notamment en ciblant le protocole Maastricht 3. Alors en fait c'est une classification qui remonte à 1995, une classification des gens en état de mort, ou comment dire, en fin de vie, mais dans le cadre de soins intensifs, qui permet de dire à un moment donné, bon bah cette personne techniquement elle est décédée, on maintient son corps en vie parce que bah il y a une possibilité de prélèvement d'organes et voilà, ça sert à ça le protocole Maastricht 3. Comment dire, et je prétends que dans une immense majorité des cas, ça se passe bien. Simplement, en allant fouiller sur un exemple qui m'a choqué, j'ai découvert quelque chose, notamment sur les électroencéphalogrammes. Je vous donne une petite anecdote que j'ai donnée sur un tweet il y a quelques semaines. Moi, je me souviens, en 93, j'étais dans une unité de soins intensifs et on a une jeune femme qui arrive suite à un suicide médicamenteux qu'on pourrait qualifier de réussi. Elle est en arrêt cardio-respiratoire, les pompiers l'ont amenée, elle est intubée, ventilée, et puis bah, elle arrive au bloc. Elle arrive en soins intensifs, en réa médicale, en réanimation médicale. Je me souviens très bien, c'était l'hôpital Jacques Monod, à côté du Havre, Montivilliers, très exactement, Seine-Maritime. Et comment dire, on attend 24 heures, on fait un électroencéphalogramme, il est plat. C'est pas bon. On attend encore 24 heures de plus, on arrive à 48 heures, on refait un autre électroencéphalogramme, il est encore plat. Ça se précise. Est-ce que son cerveau est définitivement grillé ou pas? On attend encore 24 heures, on refait un électroencéphalogramme et là, on commence à avoir des ondes. Donc, son cerveau n'est pas grillé. Et il faudra plus d'une semaine à cette jeune femme pour évacuer la charge médicamenteuse qu'elle s'était envoyée. Elle se réveille, je discute avec elle et je lui dis vous avez réussi votre suicide, mais là-haut il y a quelqu'un qui n'a pas voulu de vous et qui a dit vous avez quelque chose à accomplir, donc vous restez en bas. Et maintenant vous êtes là, donc réjouissez-vous, c'est bon, vous avez fait votre mort là, c'est bon. Mais non, vous êtes parmi nous et vous devez vivre. Donc, on avait une super conversation, c'était génial, et elle était repartie, quoi. Sauf que ça, c'était en 93, et je découvre qu'en 95, et moi, je n'avais pas vu l'info, on ne passe plus à 3 électroencéphalogrammes sur 3 jours de distance, on passe à 2 électroencéphalogrammes sur 4 heures de distance. Et là, je me dis, avant de dire cette personne a le cerveau grillé ou pas, je me dis, mais cette jeune femme, là, actuellement, elle revient, et elle est prélevée au bloc de tous ses organes, alors qu'en fait, elle est encore vivante. Alors, je prétends qu'il y en a peu, ok, mais en réalité, j'en sais rien, mais j'ai envie de penser qu'il y en a peu. Mais moi qui étais pour le don d'organes, un de mes oncles a été le premier myopathe en France à être greffé du cœur par le fameux professeur Christian Cabrol. Moi, dans ma famille, le don d'organes, on sait ce que ça veut dire. C'est quelque chose de fabuleux. C'est extraordinaire. Je suis pour. Mais comme toujours, dans les règles absolues de l'art. Et qu'on donne aux médecins, aux hôpitaux, les moyens de faire quelque chose d'absolument parfait. Et ça doit être parfait. Ça ne doit pas être pratique, fluide ou fonctionnel. Ça doit être parfait.
Et là, bah, il y a une possibilité pour que ça soit plus du tout comme prévu. Donc ben, j'ai fait un truc incroyable. Je n'aurais jamais cru faire un truc pareil, mais je me suis inscrit sur le registre national des refus du don d'organes où j'ai mon numéro de dossier. Ça m'a pris 5 minutes d'envoyer un PDF de ma carte d'identité et j'ai découvert que au Canada, il y a des dames, des personnes âgées qui se font tatouer sur le corps « Ne m'euthanasiez pas ». Je me pose la question, on dira Eric, tu vas un peu loin. Ouais, bah, un jeune homme dans un forum de discussion m'a dit, mais vous êtes sur le registre national des refus, très bien, mais est-ce que si vous étiez hospitalisé, vous avez un accident de voiture, est-ce qu'en réa, là, ils vont avoir le temps d'aller vérifier? À propos, lui, il a des papiers sur lui, il a signalé qu'il n'était pas donneur. Quelqu'un est allé vérifier sur le registre national. Ouais, c'est vrai, c'est une possibilité qu'on n'aille pas vérifier que lui aussi sur le registre national des refus. Tant c'est le bazar à l'hôpital, faut dire ce qui est. Et en clinique, c'est pareil, tout le monde court, on n'a pas le temps. Et comme on peut qualifier aussi qu'il y a des morts naturelles, est-ce qu'il y aura, enfin, plus pour l'instant, mais ça va revenir, est-ce qu'il y aura des vérifications, des autopsies faites dans les règles de l'art également? Il y a un risque de se retrouver prélevé si... je l'espère tant, un risque faible, mais il y a un risque réel d'être prélevé alors que vous n'êtes pas mort. Donc, je me pose la question aussi de la notion du tatouage, voire du tatouage éphémère chez les gens qui vont avoir une intervention chirurgicale. Et là, beaucoup de gens vont me dire, oh Eric, doucement, hein, à l'hôpital, en réanimation, les gens, ils veulent te soigner. Hein. Oui, ils veulent me soigner, ils veulent mon bien. Et ils sont aussi pavés de bonnes intentions. Et on est aussi en train de filtrer tout doucement les soignants horrifiés qui se battent. Ceux-là, ils vont partir. Et les soignants gentils, pleins de bonnes intentions, eux, qui vont aller se former au Canada, eux, ils vont rester. À un moment donné, il s'agit de se mettre aussi le maximum de chances de votre côté. Voilà, le principe d'une boîte de Pandore qui s'ouvre avec cette loi sur l'euthanasie, c'est qu'il va falloir commencer à imaginer, anticiper des choses folles. Il va falloir commencer à s'organiser parce que tout va devenir possible. Hein, là, je suis à la limite de l'humour, mais pas que. Les tueurs à gages ont de beaux jours ou de mauvais jours devant eux. Hein, parce qu'il y a vous verrez qu'il y aura des assassinats qui seront des crimes parfaits, qui passeront à côté de la vérité et ce sera très bien pour les commanditaires. Surtout si vous êtes anglais, que vous avez moins de 75 ans et que la date se rapproche et que vos enfants vont devoir payer des frais de succession. Alors ça fait un peu dresser les cheveux sur la tête, tout ce que tu nous racontes, sur le fait de pouvoir être prélevé vivant, etc. Bon, en même temps, encore une fois, vous savez que certaines personnes sont raptées dans des réseaux mafieux pour leur voler leurs reins, dans des pays comme l'Inde ou ailleurs. Donc l'humain est pas avare de barbarie, donc qu'ils les mettent ensuite dans les atours de la loi d'une manière ou d'une autre, ça nous surprend pas complètement dans le monde occidental. Donc, à tout le moins, on doit veiller à tout ça. Et effectivement, là, tu parlais du registre national des refus. Alors, j'ai essayé de me connecter sur le site de registre national des refus. Alors voilà ce sur quoi vous tombez, un registre national des refus.fr, en partant de santé.gouv.fr où il donnait de services publics où il donnait le lien et où bah, le site est inaccessible quoi. Donc attends, ça fait je te l'envoie. Ouais, alors il y a un formulaire peut-être ou quelque chose. Oui, tu vas l'avoir là, tu vas l'avoir. Ah bon, tant mieux. Parce que bon, on se dit, voilà. Hein, le pire n'est jamais certain. Moi, j'ai l'espoir qu'une grande partie des gens qui votent cette loi ne se rendent pas compte peut-être de tous les possibles que tu soulèves, qu'une grande partie des soignants ou du grand public qui de manière spontanée dit bah ma foi pour les personnes qui souffrent beaucoup, qui sont pas capables d'en finir par eux-mêmes parce que ils sont dans un fauteuil roulant, tétraplégiques, qu'ils ont une maladie de Charcot en phase terminale, une sclérose en plaques dégénérée qui font qu'ils peuvent plus rien faire, qu'ils ont des douleurs atroces, etc. Peut-être qu'on peut
envisager cette idée que qu'au fond ils en finissent, mais dès qu'on élargit le spectre, effectivement, on passe d'une loi qui concerne ceux qui vont mourir à ceux qui veulent mourir. C'est Jean Leonetti qui a parlé de ça, en disant que là, on parlait de toute autre chose. Et parce que le vouloir mourir, il se fabrique dans notre société du désir. Voilà. Est-ce que tu veux dire un mot de ça, justement? Parce qu'on a comme une extension du domaine d'éligibilité. Et ça va nous ramener sur le sujet d'avant. C'est quelqu'un qui veut se suicider. Moi, j'ai pas été longtemps pompier de Paris, mais suffisamment pour. De toute façon, on n'a pas besoin d'être pompier de Paris pour ça. Quelqu'un qui veut se suicider, on le rattrape, on l'empêche de se jeter sous le train par la fenêtre, de s'accrocher à une poutre, etc. C'est la base. Personne ne dit à quelqu'un qui veut se suicider, oui, bien sûr, on vous organise ça. Vous êtes pressé, vous n'êtes pas pressé, vous avez organisé derrière vous, vous faites comment? Est-ce que ceux qui sont les maîtres là-dedans, c'est les Canadiens. Les Canadiens sont vraiment super forts. Je reviens sur cette histoire de prélèvement d'organes, où d'ailleurs il y a des prélèvements d'organes en Espagne. En Espagne, on euthanasie les gens dans des cliniques chirurgicales pour prélever les organes. Il y a pareil, je t'enverrai le lien. Il y a un docteur en éthique au Canada qui fait une vidéo dans une conférence. Il a un parterre de chirurgiens devant lui. Donc, il est même pas tout seul chez lui, chers amis internautes. Non. Il est dans un congrès avec des chirurgiens et il leur dit, il est sur scène, il leur dit, voilà, quand on prélève, quand vous prélevez des organes après l'arrêt du cœur, il faut faire très très vite parce qu'il y a une perte d'oxygénation dans les organes et les greffons pourraient être de moins bonne qualité. L'idéal serait quand même de pouvoir prélever avec un maximum d'oxygène, donc un cœur qui bat encore. Tout le monde dit ouais, c'est-à-dire qu'est-ce que donc il explique l'idéal serait de pouvoir prélever les gens, leurs organes, de leur vivant. Ouais, mais comment on fait un truc aussi dingue parce qu'on prélève pas, on ne peut pas dépecer des gens de leurs organes, de leur vivant. Et là, il arrive tout gentiment avec ce fameux vouloir mourir dont tu parles et il dit mais avec nos amis les dépressifs, nous pouvons leur expliquer que leur geste sera magnifique s'ils décident de se suicider directement sur la table d'opération. Vous vouliez vous suicider en vous jetant par la fenêtre, en allant sous un train, en vous accrochant à une poutre? Non. Laissez-nous vous suicider, car en vous suicidant sur une table d'opération, nous pourrons sauver 6 à 7 personnes grâce à tous vos organes. Le type fait la promotion de ça sur scène devant des chirurgiens et il les aide à avancer psychologiquement, à passer le pas. Mais ça s'appelle dépecer des gens vivants sur une table, mon ami le Canadien. Je vais t'envoyer la vidéo. Hein. Mais c'est pas possible. Donc, eux sont en avance sur nous, sur la boîte de Pandore. Hein. Ils ont 15 ans d'avance sur nous. Donc, eux, ils en sont rendus là, tout simplement. Mais on a un énorme problème. On va dire, mais oui, mais pourquoi ils veulent absolument prélever? Parce qu'il y a quelques pays, notamment un pays en particulier qui s'appelle la Chine, où eux, ils n'ont aucune problématique de don d'organes. Aucune. C'est très simple. Eux, ils prélèvent sur des condamnés à mort. Et chez eux, on peut vite se retrouver condamné à mort. Donc, ils ont un réservoir humain. Je suis désolé, hein, prenez un peu de temps, ouvrez la fenêtre, faites une pause, revenez. C'est bon, vous êtes revenus, hein, mais bon. En Chine, c'est comme ça. Il n'y a aucun problème. Eux, ils ont une banque de dons d'organes, c'est les condamnés à mort. Tous les autres pays, il faut attendre qu'il y ait des gens qui soient en mort cérébrale validés. Et c'est très compliqué de valider une mort cérébrale suite à des accidents. Et c'est très compliqué. Du coup, c'est nettement plus fluctuant. Et comme l'état de santé des gens est de plus en plus mauvais, et que de toute façon, même si vous avez un état de santé mauvais, vous trouverez plus facilement toujours pas tous les chirurgiens ne sont pas comme ça, mais un chirurgien qui dira, OK, moi je vous greffe un organe pour que ça aille mieux, ça va vous prolonger de 6 mois, mais je vous le fais quand même, parce que lui c'est de la cotation, alors que d'autres chirurgiens diraient, bah non, je vous grefferai pas parce que c'est pas du boulot, vous arrivez quand même au bout de votre vie et c'est pas du boulot de vous regreffer. Bref, selon les pays, vous avez des gens, il y a un business de l'organe. Eh bien, on se dirige vers ce type d'horreur-là
avec, je reviens sur ce Canadien là, ce docteur en éthique qui fait ce type de promotion. On est en 2025, si cette loi passe en 2026-2027, puisqu'on estime qu'il y a encore 10 à 15 mois de discussion et de valise parlementaire, et ensuite il faudra un décret d'application, on peut supposer qu'en 2035, peut-être même avant, puisque la France veut battre tous les records, on arrivera à ce genre de choses, vraiment faire la promotion aux jeunes dépressifs d'aller donner leurs organes, n'allez pas vous suicider comme ça, quoi. Je suis désolé, hein, mais c'est d'actualité, hein, d'actualité. Merci. Je pense que c'est important d'envisager tous ces possibles et puis de les soulever, pas pour en avoir peur, mais pour être conscient de comment une société peut basculer doucement dans une sorte de barbarie soft, Voilà. de décivilisation, sans même s'en rendre compte, au nom de l'utilité, au nom du mieux-être du groupe. Et on l'a vécu pendant le Covid, où nos aînés sont restés enfermés dans des EHPAD seuls, avec des protocoles où derrière des films plastiques, parce qu'il fallait absolument sauver leur vie et les empêcher d'avoir le Covid. Au fond, on les laissait mourir de tristesse, de chagrin et de solitude. Et voilà, avec un déclin neurocognitif absolument phénoménal pendant cette période-là, et puis une espèce de maltraitance qui s'est faite au nom des plus belles valeurs possibles, c'est-à-dire l'entraide entre nous tous, la sauvegarde de la santé. Et donc on l'a vécu pendant cette période extrême qui a été le Covid, et je pense que beaucoup de gens aujourd'hui ont peut-être un peu la gueule de bois en regardant en arrière ce qui a pu se passer, et au nom de quoi ils ont dit à quelqu'un de relever son masque, de s'écarter de quelques mètres, de reprendre du pousse-mousse, de gel hydroalcoolique, mais au-delà d'aller se faire vacciner par des injections anti-Covid qui étaient insuffisamment éprouvées. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont la gueule de bois et qui n'ont pas forcément envie d'en parler, mais qui peut-être seront sensibles à l'idée que on peut déraper facilement. Au fond, c'est ce que m'avait dit mon grand-père quand je lui demandais qu'est-ce qui t'a le plus choqué dans la Deuxième Guerre mondiale, un de mes grands-pères. Il m'a dit, c'est qu'en moins de 15 jours, la civilisation peut basculer. Perdre tous ses repères moraux, tous ses repères de civilisation, quoi, de fait qu'on peut vivre ensemble en bonne intelligence, etc. C'est très rapide, c'est très facile, ça ne nécessite au fond pas grand-chose. Ça nécessite d'avoir peur, d'être dans la terreur. Là, on a eu la terreur du Covid, mais maintenant on a une terreur récurrente d'une mort qui arriverait, qui viendrait nous faucher au vol, et où il faudrait tout contrôler, tout administrer tout le temps. Peut-être on arrive doucement à la fin de notre entretien. Est-ce que dans tous ces éléments d'alarme d'alerte que tu nous soulèves, il y a quelque chose de vraiment prégnant que tu voudrais faire passer comme message? Est-ce que au fond, parce que là il y a aussi des gens qui vont se dire d'accord, on est complètement impuissant de toute manière, on va vers une société de merde, ma foi j'y crois plus, donnez-moi le suicide assisté. Quel élément d'espérance tu voudrais peut-être soulever aussi? Paradoxalement, je le dis à mes enfants qui sont dans la vingtaine, rejeter vraiment toutes ces histoires de fin du monde, toutes ces séries que l'on voit, toutes les séries télévisées, tous les films, tout Hollywood, c'est que la fin du monde avec des zombies, des trucs, voilà. Dégagez toute cette merde-là. La vie est belle, il va vous arriver des trucs de dingue. Moi, je pense qu'il va y avoir un réveil des consciences pour une raison très simple, c'est que plus ça va, moins les gens regardent la télévision, ou alors vraiment les très âgés, plus ça va, plus les gens s'informent, le niveau de connaissance paradoxalement est en train de monter. On sait qu'on n'a pas du tout besoin d'avoir 100% de la population qui se réveille. On aimerait que 100% de la population lise un livre par semaine, même s'il y a 52 semaines dans l'année. Lisez des livres, et sortez, prenez l'air. Mais 2, 3, 4% de la population heureux, fiers, suffisent à tout transformer. Moi, je dis à mes enfants, alors peut-être parce que je vais finir, j'espère bien un jour par être grand-père, j'ai que 55 ans, donc ça va, j'ai le temps, mais je leur dis, éclatez-vous, il va vous arriver des trucs géniaux,
la génération qui vient là, tout est fait pour leur dire, comment dire, que ça va être la catastrophe. En fait, c'est l'inverse. Moi, ce qui me bluffe chez les jeunes actuels, c'est, ça va peut-être te faire rire, mais leur outrecuidance. Ils sont gonflés, mais à un niveau, ils ont une outrecuidance, ils ont une capacité à dire à des gens, parfois même avec des uniformes, mais non, alors parfois ils se rendent pas toujours compte à qui ils s'adressent, mais non, je conteste, je suis pas d'accord, non, je refuse, non, ça c'est mal, moi je veux faire quelque chose de bien, nous on est des copains, on se marre, on s'amuse, et on assume grave, comme ils disent. Et je leur dis surtout, restez comme ça. Restez comme ça. Bon, montez en savoir, montez en connaissance, s'il vous plaît. Ouvrez des bouquins. Arrêtez de scroller en regardant des petits chats ou je sais pas quoi. Ouvrez des bouquins. Il y a des possibilités sur de nouvelles monnaies, sur du partage, sur de l'entraide. Là, j'entends parler de gens. Ah, écoutez ce nouveau terme qui va sortir là, l'arrivée de villages gaulois. Là, on entend parler de ça, des villages gaulois. C'est très intéressant. Des gens qui vont, en fait, c'est des quartiers, hein, c'est dans le quartier, et dans un village gaulois, il y a les Gaulois, entre guillemets, de souche, puis il y a les Gaulois qui sont pas du tout de souche, on s'en fout complètement. Le Gaulois, c'est celui qui est contre Rome, qui vient nous écraser, et des Astérix et des Obélix, il y en a de toutes les couleurs, on s'en fout complètement, c'est même pas ça le sujet. Mais des gens qui vont pas nécessairement se fermer et vivre en communauté, mais qui vont comprendre qu'il va falloir s'entraider et s'occuper des anciens, s'occuper d'un tel qui a un enfant handicapé. Ça monte de plus en plus. Et puis j'ai bon espoir aussi, même si c'est une catastrophe en termes de formation actuellement sur les jeunes médecins, j'ai bon espoir qu'un certain nombre de jeunes médecins comprennent, parce qu'ils vont être dépassés par les autres médecines. Hein. Ils vont être littéralement dépassés par les autres médecines. Je suis pour la médecine allopathique, je suis pour que les gens prennent des médicaments, aillent voir un chirurgien, aillent voir leur médecin traitant, c'est l'évidence. Mais le niveau de qualité est tellement en train de s'effondrer, il y a un niveau sur les autres médecines qui est en train de monter en termes de qualité, et j'ai confiance dans le fait que nos futurs jeunes médecins redeviennent des cliniciens, ressortent le stéto qui est autour du cou, le mettent bien dans les oreilles, auscultent, touchez vos patients, prenez le pouls, regardez les yeux, cherchez les ganglions, auscultez-les, et vous allez faire la belle médecine clinicienne, celle dont nous parlait Stéphane Gaillet, Olivier Soulier et tant d'autres. Touchez vos patients, auscultez-les, les jeunes médecins, vous allez vous éclater, parce que la médecine, c'est magnifique. Et je pense qu'on va avoir une nouvelle ère de jeunes médecins, même si là, on est bien d'accord que, wow, avec le data, on sait qu'ils vont disparaître. Si le data continue comme ça, les médecins disparaissent. Là-dessus, c'est tranquille. Moi, je le vois. Mais je pense qu'il va y avoir une génération de jeunes médecins qui va revenir à la médecine de nos grands-pères et qui vont nous faire quelque chose de magnifique. Moi, je suis assez positif. Après, j'aime bien le combat, j'aime bien que ça bataille. Donc là, ça bataille, je suis bien là-dedans. Mais non, il faut être positif, les amis. Soyez positifs. Vraiment, si vous êtes négatif, vous faites plaisir aux mauvaises personnes. Riez. Voilà ce que je peux vous dire. Et lisez. Riez et lisez. On peut faire de l'humour, y compris de l'humour noir sur tout ce qui est en train de se passer. On peut aussi laisser ces possibilités artistiques s'exprimer. Des films comme Soleil Vert, comme Plan 75, comme d'autres nous aident à prendre conscience de tout ce qui serait possible autour de ces lois-là. Et donc, évidemment, des pièces de théâtre, des poèmes qui parlent de cette question de la mort. Moi, je pense que plus on parle de la mort, plus on se la réapproprie, plus elle redevient, on entretient commerce quotidien avec elle. Vous savez, cette vieille expression, entretenir commerce, moins on la laisse devenir un commerce juteux dont on est exclu. Et puis,
Tu parles de ces jeunes et de leur outrecuidance. C'est vrai qu'on a l'impression que parfois, ils ont comme pas intégré les codes. Je me souviens de certains internes qui finissent leur message par bis bis, tu vois, alors que je suis leur chef. Des trucs où on se dit mais oula, on n'est plus dans le même monde quoi. Ils vivent dans une sorte de SMS, dans une communication SMS est un peu étonnante et en même temps effectivement très impertinente, très remettant en cause les ordres établis, demandant justification sur pourquoi les choses se passent, pourquoi on les fait comme ci ou comme ça, et avec une attention au groupe qui est parfois très étonnante, à leur tribu, ce dont tu parlais, hein, une sorte d'attachement très très fort à leurs amis d'enfance. Je vois ça hein, dans les jeunes générations, plus que dans nos générations qui sont peut-être la fin de la modernité individualiste, progressiste. Là, il y a cette idée que bon, le progrès, ouais, ok, on le prend s'il est là, mais enfin, c'est pas un but en soi. L'individualisme forcené, c'est pas ça qui les fait vibrer. Et puis le pognon, l'argent, la réussite, oh, ouais, si tu veux, mais enfin, c'est pas ça qui non plus les fait vibrer tellement. Et un autre élément d'espoir, c'est au fond cette idée que quand bien même la loi passerait, quand bien même une partie de notre société sombrerait dans une sorte d'insignifiance ou de barbarie soft, avec une inversion complète des mots. Tous ceux qui continuent à poser la précision, comme tu disais, les mots tels qu'ils sont, à remettre les choses à l'endroit, arrivent à dire non et à survivre à travers ça. T'en es l'exemple vivant à travers les suspendus. Hein. Tu as été de ceux qui disent non, on n'a pas l'impression que tu es particulièrement effondré pour le moment, ou que ça t'a enlevé toute énergie, au contraire. Et donc, il y a probablement plein de façons d'inventer un autre accompagnement de la mort que celui qui nous est proposé, malgré le cadre. Je te laisse un mot de la fin pour terminer, et puis si tu es OK, on s'arrête là. Tout à fait. Restons, les amis, sous, comme je dis toujours, sous LSD. Lucide, serein, déterminé. Lucide parce que le niveau de connaissance et de savoir augmente, notamment grâce à des personnes comme Louis, mais on a eu aussi, c'est impossible de tous les nommer, mais ça va de Alexandra Orion-Caude à Jean-Marc Sabatier, à Hélène Banoun, je sais pas moi, à Christine Coton, à Pierre Chaillot, Olivier Soulier, mais il y a eu tellement de noms, comment dire, Christian Vélo, enfin, il y en a eu tellement, avec tous des fortes personnalités, c'est des lions, c'est des lionnes, mais Amine Umlil, évidemment, mon ami Amine Umlil, que j'embrasse, ces gens-là ont dit, on a confiance dans la population, vous allez comprendre, on va vous expliquer. Les fameux Bac plus 15 ont dit, mais on va vous expliquer, vous allez comprendre, vous êtes capable. Donc là, le niveau de lucidité est en train d'augmenter et c'est vraiment une chance que de pouvoir échanger avec toi et échanger avec certains des gens de ce groupe et plein d'autres que je viens de nommer. La lucidité, c'est super important pour le savoir. Serein, parce qu'on est quand même les plus nombreux en fin de compte. On est le peuple hein, et comment dire, le peuple, ça fait du monde par rapport aux élites. Les élites, c'est peu de gens. Et puis déterminé, on est déterminé par rapport à ce qu'on a fait aux soignants, aux femmes enceintes, aux enfants, déterminé par rapport à ce qui s'est passé pour les petits vieux dans les EHPAD, etc., par rapport à nos morts, mais déterminé pour les générations à venir. Donc, nous, on continuera avec Louis, avec tant d'autres, on continuera s'il le faut, n'est-ce pas, Louis? Nous, on sera les derniers, on fermera la porte en sortant, mais on s'arrêtera quand ça sera fini, en fait. On continuera toujours parce qu'on a confiance en vous. Riez et lisez des bouquins. Et puis, serrez-vous, aimez-vous les uns les autres, l'amour vaincra. Un grand merci Eric, merci de nous avoir donné tes éclairages, tes élans d'espérance et aussi tes inquiétudes. Effectivement, à tous les auditeurs, si vous voulez liker, vous enregistrer, je sais pas quoi, passer à d'autres gens, c'est avec grand plaisir. Tout ça n'existe que parce que vous le transmettez. Et au fond, même derrière votre écran, vous avez un rôle très important à jouer, qui est ce passage de l'information, cette ouverture à un dialogue et à une discussion avec d'autres, simplement même d'ouvrir la discussion autour de vous, ou d'ouvrir la discussion même avec vous-même sur cette question de la mort. Où est-ce que vous en êtes?
Les entretiens mortels continuent, ils continueront sous la forme de table ronde aussi, avec des gens parfois de points de vue très opposés. Et puis, on va continuer de scander autour de ce sujet jusqu'au passage de la loi devant le Sénat. Si vous voulez interpeller vos sénateurs, ouvrir la discussion avec eux, je pense que c'est une très bonne chose aussi. Un très grand nombre d'entre eux sont pris par une sorte de propagande et auraient besoin que les citoyens les saisissent de leurs inquiétudes aussi ou de leur lucidité radicale. Très bonne journée à tous, à très bientôt. Merci Eric.